Je vais un peu présenter et après, on continuera de discuter comme on vient de le faire là. Ah oui, parce qu'on a déjà commencé. Ça marche. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur le Cozy Lab, le salon dans ton salon. Aujourd'hui, on est là pour la 4e édition. On va parler, comme vous l'avez vu sur l'écran, des industries créatives et culturelles à l'heure du confinement. Quels sont les impacts, si ça a été négatif ou positif. Et pour discuter sur ce thème-là, on accueille Clotilde et Maxime. Clotilde, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Et Maxime aussi. Et après, je te laisserai la parole, Mélanie. Alors oui, bonjour à tous. Je suis Clotilde Chalot, je suis PDG et cofondatrice de Nomad Play. Nomad Play, qui est une application qui permet à tous les musiciens amateurs et professionnels, amateurs, c'est-à-dire vraiment tous les niveaux, aussi bien des élèves débutants que d'ailleurs des adultes débutants, aux grands professionnels, de pouvoir jouer accompagné où que vous soyez. Donc en fait, vous rentrez dans l'application ou le site internet, vous vous inscrivez, vous avez une bibliothèque de sons, une bibliothèque d'œuvres. Vous retirez n'importe quel instrument de l'œuvre que vous avez choisi, vous le remplacez. Donc si par exemple vous êtes corniste, vous pouvez choisir la 9e de Beethoven, vous enlevez le corps de l'Orchestre national d'Île-de-France et vous jouez accompagné de l'Orchestre national d'Île-de-France. L'idée, c'est vraiment d'être accompagné par des professionnels. Donc vous avez le Philharmonique de Strasbourg qui est aussi dans l'application. Vous avez des artistes comme Renaud Capuçon. Et voilà, donc vous pouvez vraiment jouer bien accompagné partout. Donc là, en temps de confinement, les gens utilisent pas mal l'appli parce qu'ils peuvent jouer à la maison. Très bien. Maxime, si tu peux te présenter aussi. Du coup, Maxime Thibault, je représente en fait le pôle innovation de l'IRMA. Donc innovation et musique. L'IRMA, c'est le centre d'information et de ressources pour les musiques. Donc globalement, c'est une grosse base de données qui recense toutes les informations et les ressources à destination des professionnels de la musique. Et dans le département innovation et musique, comme son nom l'indique, on s'intéresse à tout ce qui est innovation, donc aux startups, aux prestataires innovants, du coup, qui permettent d'offrir des solutions aux professionnels de la musique et aussi au grand public. Voilà, et je m'occupe aussi du coup à l'IRMA, donc depuis 1 mois et demi, de la partie transition écologique, à savoir envisager et mettre en place des concertations pour que la musique soit plus durable. Voilà. Merci. Mélanie, je te laisse la parole et après j'énoncerai un peu les règles, enfin comment on va faire la discussion. Les règles du jeu. Moi, je voulais juste rappeler quelques petits éléments de contexte. Alors déjà, on est ravis de vous accueillir, Maxime et Clotilde. Juste quand on parle des industries culturelles et créatives, donc là, c'est plus sous le prisme de la musique, mais qu'est-ce que c'est en chiffres? Donc là, j'ai des chiffres de 2018, mais en chiffre d'affaires, c'est quand même 91 milliards d'euros. Ça représente plus de 600 métiers, 300 000 entreprises, donc c'est quand même une grosse industrie. On parle de quoi? De jeux vidéo, on va parler de musique, on va parler d'animation, d'audiovisuel, de spectacles vivants, etc. Donc c'est très large, donc difficile de parler de tous ces secteurs-là, et il y en a qui arrivent à tirer leur épingle du jeu dans ce contexte un peu délicat, et Clotilde, je pense, est un bon exemple, et il y a d'autres startups, il y a le jeu vidéo aussi, je pense, qui marche, qui fonctionne très bien, entre autres. Il y a d'autres secteurs qui en pâtissent un peu plus, et là, je parle plus du spectacle vivant, donc un peu moins sous l'innovation, mais en tout cas, des festivals, etc., on en a beaucoup entendu parler. Donc, voilà, là, l'idée, c'est d'avoir aussi votre avis, toi, Maxime, avec ta vision peut-être d'ensemble aussi, se dire, il y a des startups qui ont la vie un petit peu dure en ce moment, mais il y en a d'autres qui qui saisissent cette occasion comme une opportunité, et comment l'IRMA les accompagne aussi. Et Clotilde, toi, ton exemple concret sur comment t'engages plus de communautés, plus de personnes, et que tu surfes sur la vague, entre guillemets, de cette période un peu délicate. Et qu'est-ce que sera l'après? Donc, est-ce qu'il y a un avant et un après Covid? Grosse question. Je ne sais pas du tout si on va pouvoir répondre à cette question. Je ne suis pas sûre qu'on ait la réponse. Bon. Voilà, mais en tout cas, on va essayer d'aborder le sujet et de se dire aussi, moi j'ai vu une étude intéressante, et on va commencer par du positif, d'Estimeo, qui est une plateforme de notation de start-up, qui a lancé un sondage, je pense, auprès de son pool de start-up, pour savoir quel était le moral. Et en fait, tu as 69% des entrepreneurs qui se disent plutôt optimistes, donc voilà, qui se disent, bon, voilà, c'est compliqué, mais on va traverser ça. Tu en as
18% qui sont plutôt zen, donc plutôt sereins. Et après, tu en as 5% dits déprimés, 4% dépassés et 4% inquiets. Je trouvais ça quand même intéressant de se dire, tiens, ça donne une petite tendance. Donc, quelle est la réalité? Et une fois de plus, je m'excuse parce qu'il y a peut-être plein d'entrepreneurs pour qui c'est quand même très compliqué, d'autres pour qui c'est plus facile. Donc l'idée, c'est juste de se dire, il y a cette tendance-là qui est quand même intéressante et quels sont vos points de vue l'un et l'autre. Voilà. Avant de répondre à toutes ces belles questions, je vais juste annoncer un petit peu les règles de la discussion. Du coup, ceux qui sont sans les vidéos, vous pouvez aussi mettre vos vidéos aussi pour interagir quand vous voulez avec nous. Il suffit juste soit d'écrire un petit message sur le chat et dire en fait j'ai une question et vous l'écrivez. Vous pouvez aussi l'écrire sur Facebook, ceux qui nous regardent aussi en live. On posera aussi bien les questions directement. Ceux qui veulent directement se rejoindre à nous, vous avez le lien. Mettez vos caméras aussi, vous avez le droit. Vous levez la main, soit sur Zoom ou soit en vrai, et on vous donne la parole. C'est aussi simple que ça. Mais déjà, on va commencer rapidement pour avoir un petit tour d'horizon, de savoir qui, même si je reconnais d'autres personnes ici, qui sont présents là en face caméra. Et pour ceux qui ont les caméras fermées, vous pouvez les ouvrir aussi pour savoir un peu qui vous êtes et qu'est-ce que vous attendez de cette discussion. On va commencer du coup. Les 4 personnes qui ont ouvert leur caméra, si vous pouvez rapidement vous présenter et savoir qu'est-ce que vous attendez aussi de la discussion et qui vous êtes. T'es un peu rude, Flavien, parce que si ça se trouve, ils sont en pyjama. Hey. Oui, c'est un peu le cas. Mais en fait, c'est ce que je me suis dit en voyant bien. Tout à fait, voilà, on va pas se mentir. Moi, j'étais un petit peu en mode discret, mais bon, il n'y a pas de problème. S'il faut se montrer, je n'ai pas de honte à avoir là-dessus. Mais... Vas-y. Bonjour à tous. Moi, je suis intermittent de spectacle. Je travaille dans le spectacle vivant, ingénieur du son plus précisément. Je suis venu là par curiosité pour juste écouter un petit peu, voir ce qui se passe ici. Et puis... la curiosité, on va dire. Voilà. Très bien, merci. Aurélie. Bonjour à tous. Alors moi, en fait, je suis... Hello Mélanie. En fait, je suis donc une amie. On a travaillé avec Mélanie, on a travaillé longtemps ensemble dans la musique. Normalement, mon métier de base, c'est chargé de développement à l'export pour l'industrie de la musique. Toutefois, ça faisait 1 an que j'étais partie, que j'avais fait autre chose. Et c'est vrai qu'avec la situation, je suis revenue, j'ai été rapatriée en France. Et c'est vrai que de grosses questions se posent. Continuer à travailler dans la musique? Non. C'était déjà un secteur compliqué avant. Ça va sans doute l'être encore. Quelles sont les questions? Où ça va aller, etc. Donc, voilà, plein de questionnements que tu as bien soulevés, Mélanie, d'ailleurs. Voilà. Où est-ce que ça nous emmène tout ça? Quelles sont les opportunités? Comment se situer professionnellement, etc., etc. Top. Catherine. Alors, moi, je suis Catherine Perrault. Catherine, on ne t'entend pas. Tu parles pas assez fort. Oui, non, c'est parce qu'il faut que je mette mon micro vraiment bien. Voilà. Donc, moi, je suis Catherine Perrault. Je suis responsable d'un incubateur qui s'appelle Link. Ou un petit polo. Allô? Non, vas-y, continue. Ah, d'accord. Je vais juste mettre en mute. Donc, je suis responsable d'un incubateur qui s'appelle Link, qui fait partie du réseau Paris & Co. Et donc Link, c'est pour les industries numériques, culturelles et créatives, et on accompagne donc à peu près par an 30-35 startups des industries culturelles et créatives, comme l'a dit Mélanie, dans leur champ très large, puisqu'il y a de la musique, mais pas que. Et du coup, j'étais très intéressée d'écouter, parce que tout sujet lié effectivement à ce qui se passe en ce moment dans les industries créatives et effectivement comment on va pouvoir rebondir aujourd'hui et demain, de fait, je suis très intéressée d'entendre tous les témoignages actuellement. Voilà. Anne-Laure, même si je sais qui tu es. Bonjour à tous. Donc, oui, moi je m'appelle Anne-Laure Guité, je suis l'associée de Clotilde. Donc mon discours fera un peu doublon, donc moi je suis plus là pour écouter, quand même pour participer, et les témoignages des uns des autres, plutôt sur d'autres projets ou d'autres situations, m'intéressent. Mais voilà, sur mon expérience, ce sera forcément celle de Clotilde, vu qu'on travaille sur le même projet. Et on va finir par Célimène. Qui tu es? Oui, bonjour à tous. Bonjour, moi je suis pianiste. Je travaille depuis le début avec Clotilde et Anne-Laure depuis le lancement de l'application Nomad Play. J'ai enregistré quelques œuvres pour l'application.
Et du coup, ça m'intéresse vraiment de savoir comment les choses vont évoluer ou peuvent évoluer, surtout dans ce contexte. Donc voilà. Trop bien. Merci. Mélanie, je te laisse poser la première question, parce que tu l'avais commencé à embrayer. Ouais, alors là, ce serait peut-être plus pour amorcer le sujet, avoir peut-être des premières questions du public. C'est de se dire, est-ce que vous pourriez faire un petit état des lieux? Alors peut-être toi, Maxime, nous dire, c'est quoi les tendances que tu as remarquées, les startups qui souffrent de cette période-là, mais celles qui arrivent aussi un petit peu à tirer leur épingle du jeu. Attends, avoir ta vision. Pardon. Ouais, excuse-moi, il y a Gaël qui a levé la main. Gaël, tu veux dire quelque chose peut-être? Attends. Je sais pas. Je crois que tu as désactivé ma vidéo, mais... Ah, pardon, excuse-moi. Non, il n'y a pas de souci. J'ai désactivé ta vidéo. Je ne te retrouve plus. Ouais. Tu t'appelles Biavia? Pas la non. réactiver. Non, je te trouve plus. Bon, vas-y, on t'écoute du coup. Vas-y, on t'écoute. Ouais, en fait, moi, c'était juste pour me présenter brièvement. Moi, je suis musicienne. Je sais pas si vous m'entendez. Ouais, t'entends, ouais. Si. D'accord, ouais. Je suis musicienne, je suis guitariste et j'ai fait des enregistrements pour l'application très récemment. Et voilà, moi, je me pose plein de questions aussi sur le futur de la musique, ce qu'on va devenir, quand tout ça va reprendre. Et moi, je suis complètement, je suis intermittente, donc je dépends complètement du spectacle vivant. Donc là, j'essaie de me réinventer et de faire des cours en ligne et de... Voilà, bref. Voilà. Je suis très intéressée et très curieuse de savoir ce qui va se dire. Voilà. Merci. Et désolée pour tout à l'heure, j'avais oublié de couper le son. Non, il n'y a pas de souci. Merci Gaëlle. Mélanie, pardon, je t'ai coupé. Alors, donc du coup, ouais, peut-être pour lancer, peut-être se dire que toi, Maxime, tu peux nous parler de l'IRMA, un petit peu des aides et comment vous accompagnez les startups dans ce moment difficile et peut-être enchaîner après, peut-être avec Clotilde pour avoir un petit peu sa vision des choses brute sur comment elle utilise cette période-là pour accélérer aussi un peu son service. Donc, peut-être qu'on peut commencer par toi, Maxime, et ensuite enchaîner avec Clotilde. Ouais, et puis j'ai commencé un peu plus large que juste startup, parce que ça, c'est peut-être mon domaine dans l'IRMA, mais et vu que là, on parle d'entrepreneuriat culturel au sens large, il faut noter qu'on a l'IRMA, du coup, dans son rôle de centre d'information et de ressources, a créé une page qui recense toutes les aides, donc qui peuvent venir de la BPI, qui peuvent venir du ministère de l'économie, du ministère numérique, de l'économie numérique, du ministère du Travail, enfin toutes les aides en fait sont recensées sur une page qui s'appelle Covid-19. Je pourrais la mettre, je te l'ai envoyé, Fabien. Ouais. Et ça permet justement d'avoir toutes les initiatives qui sont prises aussi par des structures telles que l'ADAMI en faveur des artistes interprètes, etc. Donc voilà, et c'est comme ça que l'IRMA essaie d'accompagner en cette période-là, donc se recentrer sur ça, sur du conseil sur le Covid, et notamment aussi en faisant des émissions qui ont lieu chaque jeudi de 14h30. Et je vois qu'il y a pas mal d'intermittents et je vous encourage à voir l'émission numéro 2 qui était consacrée à l'intermittence, où on a fait, il y avait déjà pas mal d'éléments de contexte avec des spécialistes justement de l'intermittence et qui étaient venus parler des choses plus contractuelles et voilà, des aides qui étaient disponibles. Ceci étant dit, sur les startups, pour parler de ce sujet-là, du coup, moi, je m'occupe que des startups musique. Encore une fois, c'est une partie du coup de la culture. Et ce qu'on peut noter déjà, et ce qui paraît évident, c'est que les opérateurs de billetterie souffrent énormément parce qu'il y a un manque à gagner considérable au vu des nombreuses annulations. J'avais un petit chiffre. En gros, il y a eu plus de 960 festivals qui sont concernés par les annulations sur la période de mars jusqu'au 15 juillet, avec 600 qui sont dans l'expectative du 15 juillet au 30 septembre. Donc ça fait énormément de festivals, et là je parlais que des festivals, mais c'est pour donner un ordre d'idée de l'impact que ça a sur le spectacle vivant, sur la musique vivante. Et donc tous les opérateurs qui sont liés à ce secteur-là, toutes les startups ou prestataires, évidemment en souffrent, parce que leur activité, elle aussi, elle est touchée, parce qu'un festival ou une salle, ils ont besoin de plein de choses, et tous ces prestataires en souffrent. Pour l'instant, ce qui est moins touché, c'est du coup la musique enregistrée. Et donc, toutes les startups qui opèrent sur la musique enregistrée ont plus de facilité pour le moment. Et puis, il y a plein d'initiatives qui sont hyper intéressantes, qui sont menées par certains entrepreneurs. Du coup, il y a Clotilde qui a parlé de Nomade, je pense, nous parler de l'initiative qu'elle a mise en place, mais il y a Meludia qui a mis aussi en place des choses, notamment en mettant à disposition des professeurs de musique son application.
Alors, rapidement, c'est quoi en fait? Alors, Meludia, en gros, ils ont Meludia pour les professeurs, en gros. Ils offrent une application web qui permet justement aux professeurs en gros, parce que c'est une application web qui a un vertu pédagogique, en gros. C'est une appli qui aide à développer l'oreille des élèves. Et du coup, c'est une ressource en plus supplémentaire mise auprès des professeurs. Et ils ont un accompagnement en plus. En gros, il faut contacter sur Meludia, il me semble, prof, quelque chose comme ça. Il faut contacter Meludia qui peut accompagner au cas par cas. D'accord. Ça, c'est une initiative. Il y a une autre initiative intéressante qui est en place par Groover. Groover qui, du coup, continue à bien marcher. Donc, c'est une application qui permet aux artistes, en fait, du coup, de faire écouter leur musique auprès de professionnels et d'avoir des retours. Et ils ont un plein boom parce que c'est le moment pour les artistes de faire de la promotion et d'avoir un avis sur toutes les productions qu'ils créent, parce que c'est aussi un moment de confinement qui est en fait un grand moment de création pour pas mal d'artistes qui ont plus de temps pour se centrer sur ces activités créatives. Donc voilà. Et en parallèle de ça, ils ont mis en place une web radio qui permet aussi aux artistes qui le veulent d'avoir de la musique diffusée via Groover à tous. La web radio s'appelle Antiviral. Voilà. Antiviral? Antiviral. Ok. Antiviral. J'essaie de te mettre les liens. Mais tu antiviral ou antivial? Pas compris. Alors attends, antivial ou antiviral? Faudrait que je le retrouve. Maxime, tu m'as envoyé les liens où? Je t'ai pas envoyé les liens, il faut que je te les envoie. Ah d'accord, ok. Sinon tu peux les partager dans la conversation de groupe, ouais. Ouais, mais je vais faire ça. Je t'ai envoyé déjà le lien Irma Asso, puis je t'ai envoyé le lien de la radio, et comme ça, je pense que très bien. Ça sera plus facile. Mais je vais continuer. Du coup. C'est Antiviral. Antiviral radio. Ouais. C'est ça. Okay. D'accord, merci. D'accord. Tac. Et là, je t'envoie le lien des ressources de Irma. Okay. Donc voilà, il y a d'autres initiatives, notamment parce que je parlais des plateformes de ticketing qui sont vachement impactées. Ça n'empêche qu'elles mettent en place justement des entreprises pour aider les artistes, des applications. Il y a Shotgun qui a lancé Shotgun Live qui permet de recenser tous les live streams sur son site internet. Bensington a créé un partenariat avec Twitch, du coup, qui est la plateforme pour le live streaming des jeux vidéo, en fait, principalement, mais qui, du coup, devient de plus en plus utilisée, puisqu'il y a des fonctionnalités qui permettent de se faire payer via Twitch, notamment. Même s'ils ont des problèmes. Ouais, ils ont des problèmes niveau droit d'auteur, donc ça, c'est pas réglé. C'est là où c'est très complexe le live stream. On parlera. C'est très très complexe de faire du live stream parce qu'il y a plein de droits d'auteur qui sont pas en fait mis dans la loi. Donc c'est une zone grise sur le live stream, sur les droits voisins notamment, etc. Et il y a aussi du coup Dice TV qui a été lancé, donc qui vient de la plateforme de ticketing Dice. Et Dice TV du coup propose en fait de faire payer avec un système de ticketing à l'entrée et live stream. Du coup, ça permet aussi de rémunérer de cette manière les gens qui feraient un concert chez eux ou les gens qui passeraient un DJ set. Alors, juste petite précision, quand tu dis ticketing, c'est de la billetterie ou c'est pas ça? C'est de la billetterie, ouais. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est important parce que c'est quelque chose que je ne vois pas encore trop apparaître, même si j'ai vu quelques articles qui commencent à sortir dessus. C'est des gens qu'on oublie souvent, mais les DJ, notamment, c'est parmi les gens les plus impactés, dans le sens où leur profession, ils n'ont pas de visibilité sur ce que ça pourrait être aussi pendant le déconfinement. Est-ce que les salles vont être ouvertes? Et il y a un gros souci pour eux en ce moment, de manque à gagner, parce qu'ils vivent de cette activité-là pour beaucoup d'entre eux. Et puis, vu qu'ils ne peuvent pas tourner, ils sont un peu oubliés pour l'instant, et c'est quelque chose qui va devoir être pris en compte rapidement. On va peut-être parler des solutions après, peut-être qu'il y en a. Clotilde, de ton côté, Nomad Play a eu un boom, on va dire, avec... Oui, après, je peux pas répondre, je peux pas dire oui comme ça, c'est pas possible. Et puis, en fait, l'entreprise a quand même 6 ans. Ce qui compte beaucoup sur l'organisation actuelle, c'est-à-dire que si on avait eu 1 an ou 2, je pense qu'on serait vraiment très très mal. On serait sûrement très positif et j'espère qu'on resterait dans le pourcentage d'entrepreneuses, Anne-Laure et moi, très enthousiastes et positives, mais il n'empêche que je pense qu'on
d'un point de vue organisation, management, c'est aussi important de préciser qu'on a 6 ans parce qu'on a une organisation qui est, je ne sais pas si elle est encore deux, mais en tous les cas, là, elle doit l'être en temps de confinement. On est tous habituellement dans un même bureau, donc on est une équipe de 10 permanents. Il y a une dizaine de freelances qui passent aussi au bureau pas mal, entre des copistes, des développeurs. Et ce qui fait que là, il y a aussi ça qui compte avant de dire que ça fonctionne ou pas, c'est le moral de toute l'équipe. Et ça, c'est du travail en temps de confinement qui est vraiment qui diffère par rapport à d'habitude parce qu'il faut on est vraiment en hyper présence. On a décidé de faire des points à 10 heures tous les jours. Donc, il n'y a pas une journée où on n'a pas fait de points à 10 heures avec tout le monde. Dans les premiers jours, c'était bonjour, est-ce que vous n'êtes pas en pyjama, est-ce que vous êtes lavé? Parce qu'il fallait vraiment garder le moral, un rythme. Et justement, ça, c'était, je pense, une des recettes aussi pour que ça fonctionne mieux. Parce qu'il y en a qui ont pu partir de Paris, parce qu'on est une entreprise parisienne. Donc, il y en a qui restent dans des petits appartements tout seuls, donc c'est quand même assez rude, comme pour beaucoup. Et il fallait au moins qu'au travail ça se passe bien et qu'on puisse travailler de façon très fluide. Donc ça, c'était déjà le premier ingrédient de la recette. Ensuite, quand on a appris jeudi avant les élections, je ne sais plus les dates, que Emmanuel Macron décidait de fermer les écoles. Forcément, nous, on s'est dit tout de suite, OK, on a une application qui sert à répéter à la maison avec un contenu qui est musique plus partition, donc un objet assez complet. Concrètement, quand on joue un quatuor à cordes ou un duo, il nous faut une deuxième personne, 3 autres personnes, un orchestre. Et là, forcément, en confiné à la maison, généralement, on n'a pas un orchestre chez soi, c'est quand même assez rare, il y a beaucoup trop de monde. Donc là, c'était complètement approprié à la situation. Après, l'application, elle n'a pas été réfléchie pour le confinement. C'est-à-dire que là, nous, on déplore complètement la situation. On avait un plan de route qui marchait sans confinement. Et si on n'avait pas eu le confinement, on serait beaucoup plus content. Donc, je tiens vraiment à préciser que là, on avait une réponse à apporter en fait à des établissements. Donc, on s'est dit qu'il fallait... c'était un peu... On a réfléchi vite et on s'est dit qu'on ne pouvait pas resté en payant dans cette période de crise. Beaucoup de personnes allaient essuyer des pots cassés et en fait, on a appelé nos fonds d'investissement. On a la Caisse des dépôts et des consignations et le Crédit Mutuel Innovation, notamment. Et on a aussi un autre associé qui est Renaud Capuçon. On a joint les 3 et on leur a dit, voilà, on vous propose, plus que propose d'ailleurs, de passer en gratuit pendant la période parce qu'on voulait faire preuve de solidarité. Notre écosystème d'entreprise est très varié justement entre les artistes qui ne peuvent plus jouer. Donc ça, c'est plutôt catastrophique parce qu'on a des partenaires en fait qui sont qui ne savent pas ce que va donner l'avenir dans 1 mois, dans 2 mois, à la rentrée. Quand est-ce que vont reprendre les concerts? On ne sait pas du tout. Donc on a nos freelances qui ne savaient pas si l'activité allait continuer. Et on voulait rassurer tout le monde. Donc on a aussi décidé de mettre l'application gratuite. Donc effectivement, on a eu un bon de connexion. On en a parlé beaucoup aussi. On a fait passer un code qui est Together 20. Je vais vous l'écrire, comme ça vous pouvez passer sur Facebook Live. Et voilà, donc l'appli et le code a fait le tour. Forcément, après, ça a été hyper viral parce que les gens commençaient à jouer dessus en se filmant. Donc, ça fait le tour, quoi. Donc, on a des connexions qui sont beaucoup en Allemagne aussi, en Espagne. Donc, c'est devenu très sympathique. Je dois préciser que du coup, on ne gagne pas du tout d'argent. Et d'ailleurs, on en dépense parce qu'on a aussi décidé... Ça, c'est pareil, on n'a pas réfléchi pendant 15 ans. On va quand même reverser les droits aux producteurs, donc les producteurs audio, donc tout ce qui est musique, et les producteurs édition. Parce que derrière, on a des éditions de partitions et des éditeurs qu'il faut rémunérer. Je ne sais pas comment fonctionnent les autres, mais on ne se voyait pas appeler tous nos artistes en disant « Ah, c'est super, tu n'as plus de concert, tu n'as plus de cachet, là, je t'annonce en plus que tu ne vas pas être payé sur notre plateforme. » Ça va être vraiment sympa. Donc en fait, on a vraiment décidé et puis c'est complètement normal, de rémunérer tout le monde. Voilà, donc après la période suivante, qui est la période, j'espère, normale, on va re-switcher en payant. Et puis là, forcément, il y a un nombre d'inscrits qui vont peut-être pas rester parce que c'est payant. Il faut dire que aussi la culture, beaucoup de personnes pensent que la musique doit être gratuite, donc ça c'est encore un autre discours. C'est sur le modèle économique des entreprises en général, c'est assez compliqué d'expliquer aux gens qu'en fait on peut rémunérer les artistes, le développeur qui code derrière, des choses comme ça, et que c'est normal. Donc il y a des gens qui n'admettent pas que ce soit payant et vont sûrement partir.
Et on va, je pense, et j'espère en garder, parce que là, l'utilisation est telle que c'est certain qu'il y en a beaucoup qui apprécient l'application. Voilà. Après, juste pour compléter, vous avez déjà des petites statistiques, des petits pronostics justement sur ça? C'est plutôt positif, j'imagine, quand même, le gain que vous allez... c'est de toute façon positif, parce que pour tout vous avouer, en fait, on avait lancé l'abonnement un mois avant, l'abonnement payant. Donc, on avait une centaine d'abonnés payants qui étaient là. Simplement, on n'avait vraiment pas lancé toute la communication. Donc, le digital marketing, la communication générale. On avait un point de rendez-vous qui était hyper important, très important pour nous. Parce qu'en fait, nous, on est une solution digitale. On est un site internet. D'ailleurs, c'est nomadplay.fr. Sur lequel vous pouvez vous inscrire, et ensuite on a des applications sur Google Store et l'Apple Store, mais on est très présent sur les festivals, et on avait un festival qui devait lancer pour nous l'abonnement, qui était le Festival de Pâques d'Aix-en-Provence. Pendant 15 jours on était présent sur le festival avec un piano. Yamaha nous prête un piano, on faisait justement des tests avec un pianiste, et des tests et des écoutes. Et puis d'ailleurs, il y avait Célimène 2D qui devait aussi avoir un concert avec partie avec des enfants. Enfin bref, il y avait plein de choses chouettes, et Renaud aussi, Renaud Capuçon qui jouait. Et en fait, là, on n'était pas présent. Donc là, c'est pour nous, ne pas être présent sur place, c'est aussi un manque à gagner en termes de communication. Et en fait, donc voilà, on avait 100 abonnés payants. À partir du 17, on passe en gratuit, et là, on a un bon de connexion. On rend pas du tout officiel les chiffres, parce que pour nous, c'est pas la vraie vie, ça va baisser. Et si on doit se baser sur des chiffres d'autres applications, d'autres services de musique en ligne ou de partition en ligne, a priori, on va au point positif en garder 20%, ou en négatif en garder 10%. Donc, si on arrive à... je vous laisse faire le calcul, 20% ou 10%. Mais de toute façon, ça, c'est une conversation qu'on pourrait avoir en décembre ou en janvier. J'espère qu'on sera sorti, pour voir si ça a marché ou pas. Après, il y a un autre enjeu pour nous, c'est les établissements scolaires, donc les écoles ou les conservatoires. Et là, c'est un vrai sujet, parce que en fait, ça a accéléré leur point de vue par rapport au digital. Quand il y a 6 mois, on disait oui, enfin, on se débrouille sans, c'est pas utile, ou peut-être c'est intéressant parce que les enfants, effectivement, sont souvent sur leur tablette. Là, ils appellent. Là, ils appellent en disant OK, il faut penser à quelque chose parce qu'on n'est pas du tout équipé. Donc, ça accélère le mode de réflexion, mais ça n'accélère pas forcément les protocoles de signature. Ce sera après, peut-être. C'est ça, c'est autre chose, ça, c'est encore... Voilà. Mais en tout cas, ça accélère le changement des mentalités dans ce secteur-là, ce qui est pour le coup positif. C'était déjà bien parti, ça veut dire que... Ouais, après, toutes les solutions innovantes, c'est faut arriver au bon moment. Ça veut dire que si on était arrivé il y a 10 ans, on n'aurait pas pu avoir un seul rendez-vous dans un établissement, je pense. Par contre, si on arrive dans 10 ans, on est en retard, ou alors on est concurrent, et tant mieux. Ça veut dire que ça marche très bien et qu'il y en a plusieurs. Là, on est arrivé pile au moment où les gens commençaient à se dire « Ah, effectivement, il faut faire des choses parce que plus ça va, plus justement si les artistes se déplacent avec leur tablette, avec toutes leurs partitions dedans. Si vous allez au concert, en particulier de musique classique, vous voyez qu'il y a des quatuors à cordes qui jouent sur tablette. Il y a l'Orchestre National d'Île-de-France, l'Orchestre de l'Opéra de Rouen en Normandie qui est équipé de tablettes. Il y a des pianistes qui jouent sur tablette. Enfin, ça va plus vite en fait. Je me permets de faire rapidement un petit écart, et on va revenir justement sur le numérique, parce qu'il y a pas mal d'intermittents qui sont là aussi. Pour vous, pour vous, la situation, elle a changé. Comment ça se passe pour vous en tant qu'intermittent? Maxime, tu peux aussi répondre aussi à cette question. Voilà, comment ça se passe, voilà. Pierre, tu veux prendre la parole? Ça se passe pas bien, je pense. Ouais. Là, c'est pas terrible. Ouais, enfin nous on a aucune visibilité pour l'instant, quoi. Enfin tout est annulé. On va peut-être se remettre à travailler en septembre, peut-être pas, on sait pas, mais certainement pas avant, quoi. Donc, tous les festivals vont être annulés. Certains on sait pas encore. Parce que c'est des trucs d'assurance ou des trucs comme ça. Enfin, ils veulent pas dire qu'ils annulent, je crois, pour des questions de... Donc, on sait pas trop, en fait. On est encore un peu dans le flou. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout a été annulé, il n'y a plus rien, et puis on verra, quoi. Voilà. Et puis, pour le renouvellement, il va falloir dès qu'on peut bosser, il va falloir mettre les bouchées doubles pour rattraper le retard, et puis en espérant renouveler, quoi. C'est tout le truc.
On s'adapte, hein. De toute façon, on n'a pas le choix, donc faut y aller. Hein. Après, il y a différents intermittents, c'est pas non plus un métier en soi, donc je pense que les discours seront différents selon si on est justement ingénieur du son, caméraman ou artiste. Ouais, donc, parce que du coup, je pense qu'aussi Célimène et Gaël pourront parler. Là, concrètement, le système d'intermittence, en fait, l'État a dit qu'ils allaient mettre des mesures en place pour que les gens soient rémunérés, enfin, qu'ils aient leur indemnité. Donc ça, c'est une chose déjà très positive, on va dire. Mais par contre, le problème, c'est le carambolage des concerts. C'est-à-dire que tous les concerts qui ont été annulés ou reportés, au bout d'un moment, une année, c'est 365 jours. Donc, il va y avoir un problème à la rentrée. Donc, l'avenir est complètement incertain. Et entre ceux qui ont déjà une grande notoriété, ceux qui montent, ceux qui ne sont pas encore connus, c'est... Ça, exactement. Il va y avoir pas mal de compétitions un peu malsaines par rapport à ça. Et après, il faut penser aussi à tout le catalogue et le calendrier de sortie des artistes qu'il y a, tout ce qui est prévu à l'année. Et du coup, cette espèce de bouchon, en effet, où les artistes, ils sont peut-être plus bankable, j'en sais rien. Peut-être que vont être prioritaires. Mais bon, tout ça, c'est encore un peu flou. Mais c'est vrai que c'est un peu... Mais nous, du coup, on a aussi un label et du coup, on est en plein dans cette problématique. On a reporté des sorties, mais là, la vraie réflexion, c'est si ça reprend en septembre, on a reporté, ok, mais si ça reprend pas en septembre, si ça reprend en janvier, au bout d'un moment, il faut trouver d'autres solutions que de se dire l'album n'est pas à la Fnac, donc on le sort pas. Enfin, on marche sur la tête aussi. Et du coup, faut réfléchir à des solutions de promotion alternatives, en fait. C'est des manières différentes de faire. Et du coup, il faut aussi réfléchir les financements. Tout à fait. Et puis, c'est là où tu as raison de faire la différence entre... Il n'y a pas qu'un statut d'intermittence. Ah oui, c'est sûr. Et c'est ça le truc. Il y a des gens qui vont être beaucoup plus en difficulté. Je pense à toi, les ingénieurs du son, parce qu'il va y avoir d'autres métiers qui sont très liés justement au spectacle vivant. Les monteurs de scène, ceux qui vont faire... qui font en fait les petites mains des tournées en fait, qui vont être très impactées parce que et même si on parle de l'ouverture des salles, il va y avoir des mesures de distanciation sociale, c'est certain. Donc ça, il va y avoir des trucs différents et la problématique qu'il y a, c'est comment l'État, comment les organismes accompagnent ces gens-là aussi. Pour les artistes, c'est aussi une question, et très bien soulevée par Clotilde, c'est une question de promotion, c'est une question de comment tu fais pour, si tu dois reporter ta sortie et que tu arrives en septembre où tout le monde va justement mettre sa sortie. Il y a certains artistes qui ont même rétropédalé leur sortie et qui l'ont fait avant. D'autres qui ont continué, par exemple, Ron, il a poursuivi sa sortie malgré l'annulation de pratiquement toute la tournée qui devait introduire sa sortie. Ouais. Alors, premier View, ouais, tout à fait. Il avait fait, il basait cette sortie qui devait sortir après tout le spectacle. La moitié de la tournée, toute la tournée a été annulée à part les représentations à Châtelet. Et du coup, il a quand même décidé de sortir et on verra les résultats sur son album. J'ai pas entendu le nom de l'artiste, t'as dit quoi Rhône, R-O-N-E. D'accord. Rhône. Ah ok, Rhône. C'est un artiste, il a fait justement l'artiste, en gros, le spectacle Room View est super intéressant. Il avait fait une représentation qui était un peu, entre guillemets, visionnaire parce que ça décrit justement la fragilité de nos sociétés face au système actuel et les possibilités qu'il y a d'effondrement, etc. Et en fait, les représentations ont dû s'annuler parce qu'il y a eu du coup les salles qui ont réduit au fur et à mesure la jauge. Ça a été progressif, le confinement, comme le déconfinement sera progressif a priori. Et toute la partie qui devait faire justement en toute la France, ça a été annulé. Pour reporter. Sur le label In Fine, si je dis pas de bêtises. Absolument, super label. Ouais, très bon. Je vais vous glisser le lien dont je vous parlais tout à l'heure. J'ai mis du temps à le retrouver, donc qui est disponible sur la page Facebook de Yerma, mais une mission entre guillemets qui est traitée en partie d'intermittence. Si ça peut vous intéresser, parce que moi, j'avoue que j'ai pas les réponses techniques que les gens qui ont parlé dans cette émission. Et je ferais très mal d'écrire ce qu'ils recommandent, donc je vais plutôt la mettre et je vous laisse regarder. Ça ne concerne pas que l'intermittence, ça concerne aussi les salariés des différentes entreprises culturelles, donc qui sont en label, qui sont en maison d'édition, parce qu'eux aussi sont impactés par la non-activité, évidemment. Donc voilà. Je vous invite à la regarder. Et du coup, par rapport à tous ces métiers-là, tout à l'heure, tu parlais de numérique, Clotilde. Est-ce qu'il n'y aura pas une transformation aussi qui va se faire par rapport au live stream, à l'accès au numérique
Voilà. Est-ce que c'est déjà en train de se faire? Voilà. Comment ça se met aussi en place au niveau de cette transformation peut-être de digital en fait? Ça, c'est évident. C'était déjà présent. Ça veut dire qu'il y avait déjà des live streams. Il y avait déjà. Là, pour l'instant, il n'y a pas de nouveau modèle. Concrètement, il n'y a rien de nouveau, je pense, sauf des Zooms à 50 personnes. Mais ça, moi, je n'avais jamais fait. Mais en termes de concerts, des live streams, il y en avait. Des chaînes qui retransmettent des concerts. Pour l'instant, tout est à peu près pareil. Mais ça s'accentue parce que tout le monde essaie de passer par ce biais pour se faire connaître ou vivre un peu. Enfin, en tout cas, aussi faire vivre son album, son film, sa série. Par contre, le gros point, c'est le cadre juridique, quoi. C'est le gros sujet. Et comme on est en France, parlons-en parce que pour le coup, c'est très cadré. Et là, dès les premières semaines de confinement, tout le monde est un peu parti dans tous les sens en se disant c'est confinement, il n'y a plus de règles. Donc au bout de 3 semaines, il y en a 2-3 qui ont un peu qui ont commencé à dire oui, mais il faut quand même payer. Hein. Donc en fait, c'est toujours ça, c'est toujours le point en fait par rapport à l'innovation en général, à la culture aussi, au milieu culturel, parce que le milieu culturel, c'est aussi un milieu innovant. Enfin, quand on parle de création artistique, de réalisation de films, c'est la création. Et ça pousse toujours, ça bouscule des règles, que ce soit de composition ou d'autres choses, enfin de composition musicale. Et là, nous, on bouscule aussi les règles même juridiques, justement, quand on invente un nouveau format. Enfin, nous, on a été confrontés à ça, du coup, avec Anne-Laure. On a des contrats qui n'existaient pas avant parce qu'il n'y avait pas de service similaire, en fait. Donc, quand on arrive sur une période de confinement où tout le monde veut partir un peu, faire n'importe quoi, n'importe quoi, tout est relatif, sortir des règles, en fait, après, au bout d'un moment, on est rattrapé par ces règles et il faut les bouger et c'est toujours assez lent. Donc c'est ça, en fait, qui est un peu bloquant sur l'innovation. Généralement, c'est la lenteur administrative. Je vais le dire à peu près pendant 1 heure, je pense. Mais je pense aussi que Catherine Perrault, qui est donc avec nous, on a beaucoup de chance d'avoir Catherine Perrault, je ne sais pas si vous vous rendez compte, qui s'occupe de beaucoup de startups, justement, au sein de Paris & Co et au Cargo. Nous, d'ailleurs, on est accéléré et on est suivi par Catherine. Et ça, c'est un des gros sujets, c'est juridique. Catherine, tu peux nous en parler? Du coup, Catherine, ouais, voilà. T'as vu comme je t'ai lancé le truc un peu? Ouais, merci pour le choc, pour la passation. Dans tous les cas, j'allais l'interroger à un moment donné. Oui, mais moi aussi, parce que je pense que tu as beaucoup de choses à dire et à partager avec nous aussi, Catherine, sur le sujet en ce moment. Alors, écoute, non, mais il y a de la casse et il y a de l'espoir. Il y a les deux. Je rejoins en fait un peu tout ce qui s'est dit. Alors, je suis désolée pour les intermittents parce que c'est vrai que là, par contre, c'est moins mon domaine. Hein. Je suis plus, moi, effectivement, sur des entreprises qui travaillent dans le numérique, mais qui, effectivement, comme le disait Maxime, par exemple, toutes celles qui sont liées au monde du spectacle vivant, les festivals, les billetteries, que ce soit d'ailleurs billetterie sportive aussi, hein, en fait, tout ce qui est lié au monde de l'événementiel, elles souffrent. Elles souffrent et comme il n'y a pas de visibilité, effectivement, sur comment ça va redémarrer, c'est une inquiétude qui est là et tant qu'on n'y verra pas un peu plus clair, elle restera. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui disent que peut-être on pourra repartir sur des jauges plus petites qui permettraient quand même de faire redémarrer des événements assez rapidement et parce qu'effectivement, les gros festivals ou les gros salons seront plutôt reprogrammés pour 2021 et je pense que ça va être un peu dur là sur la fin de 2020. Tu parles des gros salons? Il y a des gros salons qui vont être par exemple, dans le jeu vidéo, il y a la Gamescom de Cologne qui a normalement lieu au mois d'août, qui a annoncé qu'elle annulait, alors que c'est au mois d'août et que c'est en Allemagne. Mais comme en fait on réunit un public très international, je sais que la Paris Game Week se tâte aussi parce que à partir du moment où on réunit un public international, c'est compliqué d'être sur des mesures, sachant qu'il y a des pays qui ne sont pas au même... voilà, on n'est pas au même stade. Pour info, le Paris Games Week, c'est en octobre. Donc, oui, excuse-moi, oui, c'est en octobre. Pour vous montrer que ça réfléchit, on réfléchit vraiment sur l'automne. En revanche, des événements qui sont peut-être
professionnels avec une jauge très, par exemple, très parisienne ou très régionale, peut-être qu'il y a des choses quand même qui pourront vraiment repartir avec des jauges plus petites. Là où je rejoins Clotilde, c'est qu'effectivement, il n'y a pas grand-chose de nouveau, mais il y a une intensification des usages. Et ça, j'espère, effectivement. On a lu là récemment l'étude d'Adopi. Oui, les gens consomment beaucoup plus de biens culturels, séries, films, jeux, mais il n'y a pas vraiment de nouveaux adopteurs, enfin, C'est toujours les mêmes usages, quoi. En gros, c'est pour la plupart, il y a quand même heureusement des nouveaux usagers, mais pour la plupart, c'est des usagers qui intensifient leur consommation. Donc, effectivement, et ça, vous l'avez bien compris, ce sera de comprendre comment ça va perdurer. Et effectivement, une fois qu'on sort un peu de cette période de confinement, est-ce que cette écoute, et vous l'avez dit aussi, il y a une acculturation digitale qui s'est accélérée, et ça, c'est génial quelque part, parce que des gens qui n'osaient pas, qui y allaient de façon timorée, de façon très opportuniste, là, ils ont été obligés de s'y mettre. Et finalement, ils s'aperçoivent que ce n'est pas si catastrophique que ça, que finalement, le digital, ça peut venir en complémentarité. Et c'est là où il va falloir vraiment batailler dans les prochains mois, c'est de montrer que toutes ces solutions digitales qui ont fait leur preuve là maintenant peuvent complètement exister avec un retour. Je parle par exemple pour les expos. On peut tout à fait faire des expos virtuelles en complément d'une expo. Enfin, l'une ne va pas. Il faut travailler pour que les choses viennent en complémentarité et pas l'une en défaveur de l'autre. Ce sera, je pense, aussi un travail de la rentrée. Voilà ce que c'est. En fait, c'est tout la question de l'exceptionnel pour qu'il reste et ce qui va devenir normatif, en fait. Mais bon, voilà, il y a des choses quand même intéressantes. On s'aperçoit aussi que ça bouge un peu dans la chronologie des médias. On a le droit de sortir des films digitaux un peu plus tôt que normalement. Voilà, le e-book, enfin les livres aussi numériques peuvent accélérer un peu leur sortie. C'est des choses peut-être qui, j'espère, et on ira vers une plus grande souplesse et montrer en fait que ces mondes qu'on opposait souvent peuvent vraiment avancer de façon complémentaire. Voilà, pour résumer un petit peu. Après, sur le jeu, oui, on consomme plus de jeux, mais c'est toujours les gros jeux et pas forcément les petits jeux indépendants. Mais voilà, après, il y a toute cette... Mais c'est vrai que ceux qui sont effectivement sur des produits B2C digitaux, en tout cas, ont plus d'usagers. Est-ce que ça va... la grande question, c'est la pérennité de la chose. Voilà. Après, ce qui est intéressant, ce que tu dis aussi, et ce qui est vraiment souligné, c'est la complémentarité. Ça veut dire que l'un ne va pas sans l'autre. Et quand on avait peur justement des billetteries en ligne, j'ai un ami qui a une grande marque de billetterie. Je me souviens, ses débuts, c'est pas le meilleur ami de tout le monde. Enfin, c'était vraiment nouveau. Où part le billet, on ne sait pas. Enfin, bon. Et maintenant, ça devient normal. Mais en tous les cas, lui, s'il n'y a pas de spectacle vivant, le billet, il n'est pas vendu. Enfin, tout ça, c'est un écosystème. Et c'est pas parce qu'on est sur digital qu'on est mauvais. C'est très complémentaire. Nous, sur la plateforme, on a sur les sons et la bibliothèque de sons, on a des concerts live, on a des albums. Enfin, on a besoin aussi du vivant et de l'enregistrer. Les vidéos live de concerts sur d'autres services, on a besoin du concert pour avoir du frais, quoi. Donc, au bout d'un moment, ça peut aussi stagner. Tout est tellement complémentaire. Et là, l'idée aussi, c'est que ces services-là qui fonctionnent très bien et qui sont peut-être des fois beaucoup plus consommés, viennent aussi faire le support, le relais avec la suite. Donc, c'est vraiment heureusement qu'il y a ça, parce que du coup, on garde le lien, on garde les artistes, et après, on les retrouve en vrai. Tout le monde a hâte de sortir, et enfin, je pense pas que les gens se ruent sur les concerts en priorité, parce qu'il y a une question de sécurité sanitaire, mais au bout d'un moment, quand on va pouvoir un peu respirer, je pense que pour le coup, dès qu'il y aura, je sais pas, un vaccin, des tests, je ne sais quoi, les gens iront vraiment danser, se défouler, écouter leur artiste, quoi, c'est sûr. On n'est pas en train de dire que ça remplace totalement, bien. Non,
Non, non, Et je ça pense que remplacera pas, mais c'est là où il faudra trouver, et j'espère que cette période-là montrera qu'il y a une vraie légitimité à faire des formats digitaux et qui peuvent vraiment venir en complémentarité et en enrichissement de quelque chose qui restera, parce que la tablette n'a pas remplacé le livre papier, et loin de là, mais les choses viennent en complément et s'enrichissent les uns des autres. Donc voilà, c'est mon message optimiste. Et Maxime, tu veux dire mais quelque chose? ouais, parce que je pense que Clotilde a soulevé un bon point. En fait, quand tu as dit c'est ce besoin de lien, et c'est clairement ça qui était au cœur du phénomène qu'on a vu les 2 premières semaines, d'avoir plein de live streams d'artistes sur les réseaux sociaux. Certes, il y avait une problématique de droit derrière, mais à la base, ils ont tous fait ça par souci de lien, en fait. Genre pour retrouver une forme de communauté par cette nécessité-là, en fait. C'était le principal moteur. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été faites et qui après servaient à des causes. Par exemple, le festival Je reste à la maison, qui notamment, il me semble que c'était au Secours populaire qui permettait aux internautes de donner. Et il y a une étude qui a été faite par Bantington, justement, parce qu'en fait, donc cet afflux massif de live stream a inondé en fait, nos fils d'actualité. Donc les gens se sont mis à regarder les live streams beaucoup plus intensément qu'avant, même si ça date pas d'hier. Hein. Le live stream, c'est quelque chose qui est fait depuis très très longtemps, que ce soit en radio, que ce soit à la télé, en fait. Les premiers live streams, c'était à la télé. Mais du coup, en gros, cette demande, Bantington a fait une étude où ils disent justement qu'elle va perdurer. Pas aussi intensément, mais que les gens seront plus à même de consommer ça. Et c'est là où ça va se poser, comme tu disais très justement, les questions de droit d'auteur de juridique. Parce que si ça se perdure, il y aura aussi une autre question. C'est de voir peut-être que le live stream comme un palliatif. Et c'est certaines personnes qui se posent cette question. Et c'est pour ça que je parlais de disques qui lançaient du ticketing, enfin, de la billetterie à l'entrée des concerts. Ouais. C'est la question de la monétisation de ce format. Et parce qu'il y a un manque à gagner qui est clair et évident pour bon nombre d'artistes et bon nombre de personnes. Et comment on fait pour monétiser le live stream? Il y a certaines boîtes qui commencent à le faire et des boîtes qui sont plus anciennes. J'avais lu un article d'une journaliste américaine qui est super pertinente, qui est, je pense, la meilleure journaliste music tech actuellement, qui s'appelle Sherry Yu, et qui parlait justement de tout cet écosystème de monétisation qui va avoir lieu et de comment on envisage aussi ce monde un peu futur. L'article, avant, il était disponible, il n'y est plus, malheureusement. Enfin, si on devient... c'est un des autres systèmes, d'ailleurs, de monétisation de ce genre de contenu un peu exclusif. C'est Patreon. C'est une boîte américaine qui permet... en gros, on verse comme un pourboire ou un abonnement à un artiste, n'importe quel artiste, hein, qui soit graphiste, là où ça touche tous les arts. Ouais. Oui, c'est le don chapeau, quoi, en fait. Ouais. Voilà, chacun Tout à fait. C'est bien ça. Tout à fait. Ça existe dans la BD aussi, pas mal. Ouais, il y a Tipeee, Patreon. Tipeee aussi, ouais. Il y a Utip aussi maintenant, il y en a plusieurs. Ouais. Et donc sur son Patreon, parce qu'elle a un Patreon pour son activité de journaliste, elle est en train de créer un espèce de modèle où elle va pouvoir se rémunérer sans l'aide des journaux, en fait. C'est assez intéressant ce qu'elle fait aussi dedans. Et dans cet article, notamment, elle mentionnait un peu les changements de la musique, mais qui affectent aussi les business et les startups, et comment, en fait, on repense un peu les systèmes et la monétisation, le fait de rendre les choses rares aussi. Parce que là, on a un afflux, on a une abondance de live stream. Mais pour monétiser les live stream, s'il y a une abondance, les gens vont jamais vouloir acheter aussi. Il y a cette espèce de loi d'offre et la demande. Et c'est l'idée de réfléchir sur pourquoi dans Internet, on a toujours cette notion d'abondance, alors qu'il y a dans certaines pratiques, notamment, il me semble que c'est dans le commerce d'art, il y a des politiques de rareté, il y a des sites qui s'appuient sur ces politiques de rareté. Et c'est comment on va réussir parce que le spectacle vivant, en soi, c'est une rareté. On va pas pouvoir voir le même concert 4 fois dans la semaine, en fait. Enfin, à part si quelqu'un fait 4 fois le même concert et qu'on est absolument fan et qu'on va le voir, mais ça n'arrive jamais. Et en gros, c'est comment on réussit dans le live stream à recréer cette notion de rareté aussi. Et c'est, je pense, là le cœur de l'enjeu si on veut que le live stream en tant qu'outil nouveau puisse... Et on n'a pas entendu la fin de ta phrase. Pardon, Maxime.
C'était où du coup? Non, mais juste les derniers mots, en fait, on les a pour Enfin, que le live stream puisse fonctionner en fait de manière pérenne, outre le fait juste d'être un outil promotionnel de base. Et puis j'en profite parce que sur un usage du live stream, il y a plusieurs usages. Il y a le concert, donc là qui va impliquer des droits. Mais il y a d'autres usages. Par exemple, il me semble que Thomas Dutronc, lui, il ne fait pas de concert, mais en ce moment, sur sa chaîne Facebook, je vous encourage à regarder, il fait des cours de guitare. Et c'est une autre manière de garder le lien avec sa communauté de fans, en fait. Et Justement. c'est... Ouais. Non, vas-y, je t'en prie. Non, vas-y. Non, mais je pense que j'avais fini. Je pense que Ou M qui fait des brunchs aussi. Ouais, tout à fait. Ouais. Qui fait des brunchs, tout à fait, et qui fait des miches de pain, d'ailleurs. Ça m'a fait beaucoup rire quand il a oui. avec la farine sur le nez. Je trouve ça super attendrissant et en même temps hyper décalé. Mais justement, on fait la promotion du deuxième Cozy Lab sur le thème de la musique de la semaine prochaine, j'en profite. En fait, on va avoir le point de vue des artistes aussi. On va avoir un petit plateau de 3 artistes encore, dont certains qui sont en TBC, mais 2 qui sont validés. Des artistes vraiment chouettes. Enfin, c'est des belles surprises. Et du coup, on aura leur point de vue aussi à eux sur comment eux, ils réinventent aussi cette relation avec le public qu'ils ont pu. Cette espèce de distance qui s'est créée et en même temps cette proximité un peu bizarre sur les réseaux sociaux qu'on a tous. Comment ils le gèrent, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font de nouveau, comment ils se réinventent eux par rapport à ça. Et donc voilà, et donc on aura 3 témoignages plutôt chouettes sur le sujet. Voilà, petite parenthèse fermée, mais on trouvait ça intéressant d'avoir les deux points de vue. Ouais. Après, par rapport justement à la position de l'artiste, se réinventer, il y a plein de questions. C'est que tout le monde veut faire une vidéo qui va se faire remarquer. Je trouve ça un peu rude en affaires. Et un concept parce que si chaque artiste doit avoir un concept, à la base, quand il est, je sais pas moi, batteur, il doit pas se dire tiens, je vais commencer à faire des brioches. Enfin, je veux dire, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, je trouve, de leur demander déjà de bien faire leur boulot, mais de faire en plus des galipettes. Mais par contre, donc là, je suis pas très positive en disant ça par rapport à ce qui se passe. Mais en fait, tu as plusieurs niveaux de réinventer aussi. C'est oui, pas forcément sûr. Que pur et dur, mais c'est comment tu réinventes et tu tisses ta relation avec ton public. Oui, mais ça, après, c'est un sujet, je pense, aussi qui est permanent, mais je suis absolument d'accord avec toi. Mais par contre, mais c'est parce que on a des artistes autour de nous là tout le temps et c'est tellement dur qu'ils sont un peu dépités. Entre la connexion Internet qui n'est pas forcément bonne, il y a quand même des détails comme ça qui comptent. Et puis, mais par contre, il y a un sujet sur lequel je trouve qu'il y a une grosse amélioration qu'on devrait avoir depuis longtemps et cette période va peut-être pousser à ça, c'est la diffusion, le travail des professionnels comme nous, en fait, qui sommes toujours obligés d'aller à Las Vegas faire des salons, je sais pas où, et du coup, on consomme bien au niveau de la taxe carbone, je pense qu'on est au top. Et là, en fait, finalement, on se rend compte que les salons sont indispensables et qu'en fait, il y en a peut-être qui s'annulent, mais il y en a qui ne s'annulent pas entièrement et qui organisent quand même des conférences. On peut présenter justement les artistes, on peut présenter nos innovations, nos services, même il n'y a pas que des innovations, il y a des services de contact qui ne sont pas innovants mais qui sont très bien. Plein de choses. À New York, par exemple, en restant à Paris. Et ça, c'est plutôt bien de concrètement arrêter de pousser les gens à se déplacer tout le temps. C'est très fatigant. Et en fait, là, c'est complètement efficace. Et là, par exemple, par rapport à cette période et par mon travail, il y a une efficacité qui est redoutable. Ça veut dire que je peux parler à 9h du matin avec Singapour, ensuite je suis à Mulhouse, ensuite je suis à New York, et je n'ai pas payé 40 000 € d'avion, je n'ai pas utilisé du gasoil, d'essence à l'avion, quoi. Et ça, par contre, ça marche quand même. Donc, et on en a besoin parce qu'on travaille encore et on prépare la suite. Nos artistes, on peut en parler comme ça en visio, on peut envoyer des vidéos comme à l'habitude parce que je ne me dépasse pas avec tous les artistes à chaque fois. Et ça, pour le coup, je suis désolée, mais je trouve ça vraiment beaucoup mieux. Et du coup, par rapport au grand salon même où on croise des artistes, là, effectivement, toutes les solutions de live streaming ou de vidéo peuvent être aussi, je pense, peuvent être très bien. Parce que pendant les festivals, concrètement, on n'a pas le temps d'aller voir toutes les scènes, quoi. C'est sûr. Et ça, j'espère, voilà, tu as tout à fait raison. Et je pense qu'on voit de plus en plus des gens réfléchir à des formats hybrides pour leurs prochains événements, c'est-à-dire un peu de présentiel, bien sûr, mais aussi, du coup, de passer tout ce qu'on peut passer en digital. Une table ronde peut passer en digital, les intervenants et du coup, les participants ne sont pas obligés de se déplacer.
et tu as même peut-être plus d'impact parce que tu peux être écouté par plus de monde. Et je pense qu'effectivement, on est de plus en plus en train de se dire que des formats comme ça, hybrides, encore une fois, complémentaires, pourront finalement perdurer et on sera peut-être on sera peut-être plus à l'écoute demain de se dire bah oui, bah là, lui, il fait sa conf il n'a pas bougé de chez lui, et alors voilà. Et du coup, là, moi, j'ai une question qui me vient en tête, mais du coup, économiquement, là, on parle de transformation hybride, du coup, c'est très bien aussi. Et économiquement, comment est-ce que ça peut se transformer aussi? Par exemple, c'est pas le même, entre guillemets, le même travail de faire de l'ingénierie du son aussi bien en live stream qu'en vrai. Du coup, au niveau du business plan, c'est pas forcément la même chose. Est-ce qu'il y a déjà des choses qui ont été pensées ou sur le cadre économique en fait de ces formats hybrides? En fait, là, généralement, ça joue sur la masse. Ça veut dire que, en fait, quand on a une salle de spectacle, qu'on peut mettre 100 personnes, le billet est à, je sais pas, 15 €. Le digital, on peut difficilement offrir des services. Un concert, si vous faites un concert à 15 € sur le digital, je suis pas sûre. Enfin, généralement, c'est 20 € que tout le monde rentre. Donc, de toute façon, les gens demandent à ce que ce soit moins cher. Donc, après, il faut jouer sur la masse et imaginer qu'on a réussi à tripler, quintupler la jauge pour être content. C'est un peu toujours comme ça que ça fonctionne. Hein. Mais, ou alors après, on arrive sur un système de pub. Enfin, les modèles économiques sont toujours, deviennent de start-up par rapport au digital, deviennent traditionnels. Il n'y en a pas 40 pour l'instant. Voilà, on joue sur la masse, on espère qu'il y ait beaucoup de monde et c'est très peu rentable quand même. Donc le modèle économique se pose. Après, sur les concerts, les gens qui ont un bon modèle économique, ne serait-ce que sur les tournées de concerts, il y en a très peu aussi, finalement. Ceux qui ne vivent que de la billetterie sont très rares. Ouais. Donc, de fait, les problématiques sont les mêmes. Après, on pourrait imaginer aussi avoir des subventions sur les concerts digitaux. Moi, je suis d'accord, mais... donc, perche. C'est ça, il faudrait quelqu'un du ministère. Le concert digital, il faut le repenser aussi parce que... Alors certes, là, il y a le besoin qui est immédiat de retrouver communion. C'est pour ça qu'il y a un vrai... C'est là où je disais, et je vais me contredire, qu'il y a un fort succès du live stream. Mais est-ce qu'il y aura un fort succès du live stream payant? Et c'est ça la question aussi. Et le live stream payant, il faut qu'il rajoute une dimension. Il faut recréer un espèce de rôle social dans le live stream que tu fais. D'autant plus que tu vas à un concert... Ouais. Oui, d'autant plus qu'on va avoir un concert pour avoir aussi des pressions sonores, pour avoir un certain volume. On ne va pas écouter ça si on n'a pas de système home cinéma chez soi, et même on ne peut pas le mettre fort par rapport aux voisins. Enfin, il y a tout ce truc, toute cette dimension-là aussi qui disparaît. Donc, c'est vrai qu'il y a des choses, j'entends des choses très, très, très intéressantes dans tout ce que vous dites, mais c'est vrai que le live concert, oui. Je sais pas. Ouais, ça se discute. En fait, ça peut être une solution complémentaire. Ouais, c'est ça. Tu puisses pas te déplacer et qu'il n'y ait qu'une date quelque part et que ce soit impossible pour toi par mesure qui sont imposées ou par juste disponibilité. Ça peut être une solution, mais le truc, c'est d'avoir un côté social en fait. Oui. Parce que tu parles du son, mais tu as aussi le côté, je pense, lien social qui se crée dans le monde. Mais le lien social par rapport au concert, je vais segmenter en disant musique actuelle et musique classique, parce que concrètement, des retransmissions et des lives de musique classique, ça existe depuis très longtemps. Et en fait, quand on va à un concert de musique classique et quand on va à un concert de musique, je veux dire, actuelle, donc je mets tous les autres dans le panier et la musique classique d'un côté, socialement, il ne se passe pas non plus la même chose. Et d'ailleurs, à mon grand regret. Mais en tous les cas, par exemple, on est vraiment là. On peut parler pendant un concert de musique actuelle. Après, ça dépend desquels. J'en ai vu, il ne fallait pas parler. Et on boit aussi. Et en fait, il ne faut pas oublier que le concert de musique dite actuelle de tous les festivals, leur modèle économique est aussi basé sur le bar. Et les goodies. Et les goodies. Alors là, à part te faire livrer ton pack de crocs que tu descends tout seul, et là, je ne te suis pas forcément. Enfin, quoique, il y a tout le modèle économique aussi qui est mis à mal. Alors qu'en concert de musique classique, tu te descends moins ton pack de crocs. Et en fait, il y a pas, quand tu fais ton budget musique classique de concert, il n'y a même pas le bar pratiquement.
C'est éventuellement, tu bois ton petit verre de vin rouge ou ta coupette qui t'a coûté 20 balles et, et tu rentres chez toi avec ton pack de crocs. Non, mais donc, du coup, il y a ça aussi. Ouais, c'est Sur clair, le c'est modèle clair. économique en fait, de la C'est prod. pas le même modèle. Ouais, et donc, quand tu es tout seul chez toi, tu peux pas dire ok, le type va descendre son kilo de pinte. Et ça revient donc à la question, est-ce qu'on est prêt à payer pour un live stream ouais. C'est une expérience différente, mais c'est pour ça que c'est réinventé aussi. À Bon, mon avis, live stream, mais en fait, il y a aussi un truc. Quand je disais expérience sociale, je disais pas forcément tu vas boire un verre avec tes potes, machin, etc. Je parlais aussi quelque chose qui soit plus proche en fait du fan club, comme c'était fait avant. C'est une relation entre l'artiste et les gens directement. Les fan clubs d'avant, t'adhérais à une newsletter, t'adhérais à un machin, t'avais un rendez-vous à un moment physique avec l'artiste. C'est pareil quand t'es en Corée ou quand t'es au Japon, que t'es fan vinyle, bah déjà t'achètes plein de CD parce que c'est là où tu vas obtenir les tickets et le moment pour rencontrer justement ton artiste. Ouais. Exactement. Et du coup, et c'est recréer aussi cette dimension d'exclusivité que tu peux créer avec ta communauté. Et ça justement. Et c'est vrai que tu as raison, c'est plus musique actuelle. Moi, je reviens là-dessus, mais en effet, quand je parlais de se réinventer aussi, c'est comment tu capitalises aussi sur ta fanbase actuelle, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'artistes qui font ça aussi en ce moment. Enfin, trouver un moyen de plus communiquer avec son pool de fans et pas forcément en acquérir des nouveaux. Enfin, j'en sais rien, je parle à la place des artistes en général et je ne sais pas du tout si c'est une généralité. Mais une fois de plus, on aura un point de vue intéressant sur le sujet la semaine prochaine, mais pas du tout pour faire le teasing. Mais je trouvais ça intéressant de se dire ouais, en fait, au lieu de me faire connaître et d'acquérir encore plus de public, etc. Bah non, en fait, j'ai envie de fidéliser un peu, de me rapprocher de mes fans, de mon public qui me connaît bien et de bien travailler cette relation-là. Voilà, je trouvais ça intéressant dans le contexte actuel, ce discours-là. Ça, c'est évident et c'est tout le monde ne peut pas le faire et tout le monde n'est pas obligé de le faire, mais le public attend aussi ça, quoi. Enfin, là, plus que jamais, le public attend et sur le Facebook de son guitariste préféré, sa chanteuse préférée, parce qu'il a besoin aussi d'avoir un peu de bonne humeur et d'espoir et d'avoir quelqu'un qui dise ok, moi je continue, quoi. On y va tous et c'est bientôt fini. Donc les artistes en général, c'est aussi des messages d'espoir. Sauf si on écoute des chansons déprimées. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de pouvoir aussi avoir un partage. Comment, Catherine, tu en écoutes ? Et même, tout à fait. C'est une communion, la dépression. Et non, mais du coup, c'est indispensable. Ça veut dire que ça met du baume au cœur à beaucoup de gens en même temps. Et forcément, si les artistes sont en capacité de le faire, même si eux, ils ont assez le moral pour le faire, le public attend ça. C'est le lien, en fait. C'est obligé, ouais. On arrive déjà à la fin. Ça passe très vite, hein. On arrive déjà à la fin de ce Cozy Lab. Je voudrais que chacun prenne rapidement la parole en un peu moins d'une minute pour dire un dernier mot sur qu'est-ce qu'il attend peut-être de la suite, positif, négatif, et voilà, qu'est-ce qu'il attend et si on a aussi répondu à toutes les questions, en tout cas pour ceux qui étaient là. Vous pouvez aussi reposer une toute dernière question et nous dire si on a un peu répondu aussi à toutes vos questions. Catherine, si tu veux dire un petit mot. Moi, ce que j'aimerais, c'est que les gens ont compris que la culture était... Enfin, on l'a toujours compris que la culture était importante, mais je crois que au vu de la consommation pendant ces périodes où le lien qu'on a avec son artiste, comme on vient de dire, comprendre que la culture, les biens culturels, c'est essentiel. C'est essentiel à la vie, mais il faut qu'ils vivent et que la culture, effectivement, peut être gratuite. Voilà. Et que la culture ne peut pas être juste une industrie soutenue par nos pouvoirs publics et que pour toutes les autres activités, ça nous pose peut-être moins de problèmes de payer et que là, c'est normal aussi de donner son obol pour la culture et pour permettre à toutes ces solutions d'exister. Voilà. J'aurais dû te faire passer à la fin. Ouais, c'est clair, c'est vraiment la belle conclusion. Pierre ou Aurélie?
Non, je voulais juste vous dire bravo pour ce que vous faites. Voilà, c'est tout. Bravo à toi aussi. Aurélie? Moi, je voulais dire que merci notamment à vous deux, les organisateurs, pour cette mention positive, parce que c'est vrai que jusqu'ici, on était là, la culture va souffrir, etc. Et là, c'est vrai que, ok, on parle du digital, on parle de façon de s'inventer différemment et que ça donne des idées, etc. Donc, bien sûr, moi, je suis curieuse de voir ce qui va sortir de tout ça. Donc voilà, merci pour l'aspect positif qui fait du bien un petit peu, quoi. Après, répondre à toutes les questions, non, bien sûr, pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt et c'est impossible de répondre aux questions que tout le monde se pose, en fait. Mais c'est, voilà, avec des initiatives comme celle-ci qu'on peut réfléchir. Voilà, on a parlé beaucoup du digital, effectivement, les aspects juridiques et légaux. Voilà, il y a beaucoup de choses à réfléchir, donc voyons où tout ça nous mène. Et voyons aussi comment le gouvernement va mettre un peu sous perfusion ce secteur, parce qu'il en aura quand même besoin, clairement. Maxime, et après on va finir par Clotilde. Et bien, moi aussi, je voulais vous remercier du coup pour l'invitation, pour l'organiser tout ça. Je suis assez aligné sur ce que dit Aurélie. Je trouve que c'est hyper utile dans ce moment-là de prendre le temps de discuter ce que je dirais qui n'est pas le monde d'après, mais le monde de maintenant. En fait, qu'est-ce qu'on est en train de construire maintenant? Comment on peut changer ce qu'on faisait habituellement et comment on va évoluer. Et c'est ça qui est intéressant, c'est pas se concentrer un peu. Enfin, évidemment que le secteur souffre, évidemment qu'il va être nécessaire qu'il y ait une grosse aide de l'État sur toutes les entreprises pour assurer que la culture, en fait, qui est franchement pour moi l'outil qui va permettre au redémarrage en fait de tout, puisse se maintenir et que les acteurs culturels ne souffrent un peu moins de cette crise. Mais c'est à tous les acteurs culturels aussi de s'investir dès maintenant dans ce qu'ils vont construire d'après. Comment réinventer un peu aussi le fait de tourner, parce que les modes de tournée qui impliquent, comme tu disais un peu, Clotilde, tout à l'heure, le fait que nous, quand on va dans les salons, ou que quand les musiciens ils doivent aller dans plein de dates, par exemple aux États-Unis, puis aller en Australie, etc., faire des tournées comme ça, c'est pas soutenable sur le long terme. C'est comment on se réinvente pour tous ensemble être un peu plus responsables aussi. Parce que cette crise, elle arrive maintenant, mais elle risque de se reproduire, et c'est comment on essaie de construire quelque chose de plus résilient. Et je pense que c'est en faisant justement des moments de rencontre comme ça qu'on pourra trouver les solutions. Voilà. Et surtout, quelque chose qui est intéressant que tu dis, c'est que jusqu'ici, on était sur des modèles un peu dinosaures. C'est que d'un côté, tu as le live, de l'autre, tu as le disque. Et puis, c'est des choses qu'on connaissait bien, qui n'étaient jamais très novateurs. Donc maintenant, effectivement, quelle est la troisième voie, troisième, quatrième, je ne sais rien. Quelles sont les autres voies possibles pour réinventer aussi cette industrie qui aurait aussi besoin de se rafraîchir un peu, quoi. Merci. Clotilde? Oui, moi je voulais vous remercier aussi tous les deux pour l'invitation. Je dois avouer que j'ai aussi fait d'autres formats de Cozy Lab, donc c'est vous qui en inventez un à chaque fois, c'est assez surprenant. Dès que Fabien appelle, j'ai un peu peur en fait. Je fais ça dans une piscine, je ne sais pas ce que tu vas inventer, mais bon, c'est toujours bien. Mais du coup, merci beaucoup d'avoir de maintenir les Cozy Lab, parce que ça fait partie du lien, et puis c'est pas parce qu'on est chez soi qu'on peut pas communiquer, continuer à réfléchir, à se poser des questions, essayer d'y répondre. Donc merci beaucoup. Alors je pense que je suis absolument tout à fait d'accord avec vous quatre. Donc je ne vais pas en rajouter une couche, mais par contre je vais faire ma rabat-joie totalement. En fait, on est quand même sur... on parle beaucoup de digital, donc c'est assez sécure, on est chez soi, on est devant l'ordinateur, a priori on ne va pas diffuser ou propager la maladie comme ça, mais quand on va ressortir et qu'on va vouloir absolument se rassembler pour faire des concerts, il va falloir vraiment qu'on soit très très sérieux, parce qu'effectivement, comme tu dis Maxime, et ça on n'en a pas parlé, mais il est évident qu'on sera peut-être confronté à un autre confinement au moins une fois dans notre vie. Et je ne le souhaite pas du tout, mais en tous les cas, l'idée c'est de ne pas s'en refaire un vite fait là. Ah, bien sûr. Donc je sais qu'on est tous pressés de se revoir et d'aller au concert, mais ce qui va être dur, c'est de ne pas le faire tout de suite, parce que du coup c'est sans fin cette histoire. C'est évident. Et voilà. Donc non, mais il y en a beaucoup qui ont hâte aussi de réouvrir des festivals et de faire des choses, mais ce qui est le plus dur, c'est qu'on ne peut pas redémarrer tout de suite aussi vite.
Et c'est vrai que l'aide de l'État sera absolument la bienvenue, mais apparemment, tout le monde ne s'appelle pas Air France, mais apparemment, il y a quelques billets qui traînent, n'est-ce pas? Donc j'espère effectivement que ça va être pris au sérieux. Et je le crois parce qu'on fait partie du tissu économique qui crée l'économie aussi en local. Donc tous les festivals créent de l'emploi et ça fait amener du public. Donc on a besoin des festivals et des concerts. Donc j'ai plutôt un bon espoir là-dessus. Voilà. Merci. Merci aussi d'avoir accepté l'invitation. À chaque fois, j'avoue que je vous envoie des mails. Qu'est-ce qu'il va faire Oui, c'est ça. Tout ça, ça peut pas aussi se faire aussi sans Mélanie, qui est toujours été là. Absolument. Sur le Cozy Lab. Mélanie, je te laisse le mot de la fin. Comme ça, tu fais la petite promo pour la semaine prochaine. Je l'ai déjà fait 2 fois. Tu peux je vais la faire une troisième fois. À rajouter sur tout ce qui a été dit et vous avez fait une belle conclusion, donc voilà. En tout cas, c'est un sujet passionnant et on a abordé plein de sujets. Les industries culturelles et créatives, c'est large, mais c'est vrai que sous le prisme de l'innovation, on a toujours un discours un peu plus positif que l'industrie classique, comme tu le disais Aurélie, qu'on a connu. Enfin, moi un peu plus loin, mais voilà. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'intelligent? Ben non, ouais, un petit clin d'œil sur le prochain Cozy Lab. En fait, là, forcément, quand on a pensé à la musique, on s'est dit que ce serait intéressant d'avoir un point de vue un peu pro, plutôt business, plutôt entrepreneur aussi, enfin quelqu'un de l'écosystème plutôt pro, et après d'avoir aussi le point de vue des artistes, parce que c'est un moment qui est quand même compliqué sur plein de niveaux. Je ne sais pas si le fait que les artistes aient du temps, ils soient plus productifs et plus créatifs, j'en sais rien. Peut-être que quand on est un peu angoissé, on crée plus. On est complètement dans le cliché, j'en sais rien. Peut-être que c'est un frein, peut-être pour certains artistes aussi. En tout cas, voilà, on trouvait ça intéressant d'avoir leur vision sur un petit échantillon et de savoir eux comment ils le vivaient et ce lien, une fois de plus, qu'ils tissaient avec leur public. Et puis voilà, tout simplement, avoir un temps d'échange un peu sympa. Donc voilà, on ne peut pas les annoncer là, on les annoncera la semaine prochaine. Teasing, mais franchement, on est content et ça va être très sympa. On est déjà content aussi de vous avoir eu et de aussi vous avoir aujourd'hui. On vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Le Cozy Lab, ça continue du coup la semaine prochaine, toujours à la même heure, à 18h. On vous dira les noms à partir de mercredi prochain. Ça durera peut-être jusqu'à la fin du confinement. On va voir. En tout cas, il y a 2-3 numéros qui sont prévus pour le moment. Si vous avez des idées de Cozy Lab ou si vous voulez intervenir ou participer, envoyez-nous un message sur la page Facebook ou sur Twitter ou sur les réseaux ou par mail. En tout cas, c'est toujours un bonheur. Le Cozy Lab, c'est terminé pour aujourd'hui. À très bientôt. Bravo.